Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Débrief Foot. Les huitièmes de finale sont enfin terminés et on vous affiche directement le tableau final des quarts de finale. Du coup, on a vraiment de très belles affiches, Timothée. Ah ouais, bah vraiment, là on a 4 matchs de haute voltige avec Pays-Bas-Argentine, surtout le France-Angleterre aussi, et même le Maroc qui s'est montré, qui fait une très belle compétition, et de l'autre côté Brésil-Croatie, vraiment que des belles affiches, Joris. On est accompagné ce soir de Corentin qui a retrouvé sa place d'habitude. Salut Corentin. Salut à tous. Et bien sûr de Anthony et Bastien pour compléter cette équipe ce soir. Salut à tous. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du très gros match du Portugal hier soir. On va revenir aussi sur le festival du Brésil face à la Corée du Sud. Mais pour commencer, Anthony, on va revenir sur la grande surprise de ces huitièmes de finale, le Maroc qui s'est imposé. Le Maroc qui a éliminé l'Espagne suite au tir au but, suite à de longues prolongations. C'était un match très long. Mais contrairement à ce que les gens disent, moi j'ai trouvé qu'il était intéressant ce match. Stressant surtout. Il était très intense, très stressant. Franchement, de tous ceux que j'ai regardés, c'était le plus stressant. Je suis pas du tout marocain, pourtant j'étais hyper stressé pour eux, tu vois. Et ouais, c'était un beau match. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est le bloc match du Maroc qui a fait qu'ils ont pu passer. Ils ont été très solides défensivement. Mais pendant ce temps-là, l'Espagne avait un jeu de possession. On pouvait s'en douter qu'ils devaient avoir beaucoup de possession, mais on a vu qu'ils ne pouvaient pas créer d'occasion grâce à ça, et c'est ce qui leur a coûté du coup la place en quart. Une possession vraiment stérile, hein, finalement. Possession vraiment stérile. En fait, ça, un peu depuis le début de la compétition. Ça a servi à rien. Et je disais, il y a quelques émissions de ça, je disais que Luis Enrique faisait mieux ce style de jeu-là que Xavi à Barcelone, mais finalement, je me dis que c'est un style de jeu qui est complètement périmé. Et que l'Espagne, le football espagnol doit absolument passer à autre chose et doit trouver un style de jeu qui leur correspond plus aujourd'hui, et surtout virer les cadres comme Busquets, Jordi Alba, les joueurs qui n'ont plus rien à faire dans la sélection, quoi. Et est-ce que la clé de ce match, ça aurait pas été de mettre Morata en numéro 9, Corentin ? Pas que dans ce match. Pour moi, c'est depuis le début de la compétition. Après, je suis assez de la vieille école, c'est-à-dire que je préfère largement un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 qu'une composition comme ça où on ne met pas un vrai 9. Je suis pas trop fan de ça. Après, oui, Morata a prouvé qu'il devait être titulaire. Et vraiment, cette Espagne-là ne m'a pas du tout fait rêver. Là, j'ai les stats d'hier soir. Enfin, voilà, 77% de possession, un seul tir cadré, 1000 passes dans le match. Et j'ai une stat qui prouve que la possession ne sert à rien. C'est Rodri qui est devenu le premier joueur depuis 1966 à réussir au moins 600 passes lors d'une édition de Coupe du Monde. Rodri, qui, rappelons-le, est défenseur central dans cette sélection. Et pour revenir aussi sur le Maroc, qui a été au final très surprenant, c'est même elle qui a été la plus dangereuse durant ce match. C'est à noter aussi peut-être pour le futur match qui va arriver face au Portugal. Le Maroc, très surprenant. On va d'ailleurs écouter la réaction du capitaine marocain Romain Saïs hier soir au micro de Beansport. Tout le Maroc se rappelleront toute leur vie de ce match. Ouais, bah, j'espère bien, parce que voilà, c'était ce qu'on voulait. Que ça soit une belle fête, on voulait écrire l'histoire. C'est ce qu'on est en train de faire. On a envie de continuer à nous pousser dans nos limites, aller le plus loin possible. Et c'est ce qu'on fait, voilà. On travaille beaucoup, on est très, très respectueux des consignes, de notre plan de jeu. Et quand on voit tout le monde travailler comme ça sur le terrain, c'est juste magnifique. On est récompensé de nos efforts. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande fête pour tous les Marocains. Donc on est très heureux. Capitaine Saïs, il n'a jamais mal, il serre les dents. Vous avez été héroïque là-dessus, ne jamais abandonner. Non, bah on savait que voilà, ça allait être un match compliqué, qu'on allait courir beaucoup, qu'ils avaient beaucoup de possession. Donc comme il a dit le coach, voilà, il faut savoir se sacrifier pour le pays, et on voit qu'aujourd'hui ça paye. Donc on serre les dents, on va encore serrer les dents, mais on sera là encore en quart de finale, et voilà, on espère qu'on va continuer notre bout de chemin. On espère aussi. Bravo Romain, félicitations. C'est sûr, il a dit serrer les dents. Oui, ils ont serré les dents, mais ils ont vraiment montré, des très belles choses, notamment en défense. J'ai vu beaucoup de tacles marocains vraiment magnifiques. Et aussi, la perte de Yacine Bono aussi. Ouais. Ça faut Yacine dessus, Bono qui prend aucun but en sens de tir au but. Et oui, homme du match, logiquement, hein, vu qu'il arrête tous les pénaltys. Et aussi Bouffal, qui joue à Angers et qui fait très gros une masterclass. Mais il y a trop de joueurs qui ont été hyper bons même pour cette équipe marocaine. Sur son côté, Achraf Hakimi, il a laissé passer personne. Et Amrabat aussi, de terrain. Presque toute équipe au final. En fait, Luis Enrique a dit lui-même qu'il était très surpris par le numéro 8, donc Asdin Ounahi. Il a dit, je cite, mais d'où vient ce type ? C'est qu'il était très surpris.
Même si dire que c'était ça pas vient de la Ligue 1, ça vient de chez nous. Ouais, même si c'était pas forcément le meilleur joueur du match pour moi, mais Oui, mais ça reste ouais, quand même, il a un quand des même fait meilleurs, une du très belle coup, ouais. performance comme toute Moi, l'équipe en fait. C'est Bounou, hein, l'homme du match, je suis désolé, Ah oui. mais il sauve de nombreuses parades, de nombreux tirs des Espagnols, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, mais Et les pénaltys, et les notamment. pénaltys. Pour moi, ceux de l'Espagne ils sont- étaient bien tirés. Ah, ouais. Non, ils sont Non. pas tous très bien tirés. Et Oui, mais il pour moi, choisit toujours le bon côté. le premier de Sarabia, il est. Le premier de Sarabia, il est vraiment moyen. Excuse-moi, mais ils ont zéro penalty marqué. Au bout d'un moment, il faut souligner la prestation du C'est gardien. sûr, C'est c'est sûr qu'ils ne sûr, sont pas très bien tirés, mais Bounou a fait une prestation exceptionnelle. Et je voulais juste revenir sur la presse espagnole, qui du coup a titré des titres un peu chocs ce matin. On a Marca qui a titré que la Coupe du Monde est trop grande pour nous. Voilà, je sais pas si on a un avis à faire dessus, mais c'est vrai que quand on compare 2010, Bah, je pense que ça reste un 2022. peu des réactions à chaud aussi, mais aussi en voyant leur niveau de jeu, bah, c'est assez logique de dire ça finalement. ouais, et puis il faut pas oublier que ça fait déjà 2 fois d'affilée que les Espagnols sont éliminés en 8e de finale. La dernière fois, c'était contre la Russie. Donc à chaque fois, c'est pas contre des favoris, hein, c'est contre clairement des outsiders, voire des équipes qui sont pas non plus excellentes. Donc voilà, et là, ça fait déjà 2 fois d'affilée. En 2014, ça a été éliminé en poule. Donc en fait, depuis 2012, l'Espagne. Le problème, c'est clairement leur style de jeu qu'ils veulent pas abandonner. Hein. Ils sont Non, encore bloqués à l'époque d'Iniesta, de Xavi, de la Coupe du Monde 2010. Mais non, faut changer de style. non, pas forcément. Ils ont la possession, pour moi, et c'est juste qu'ils en font rien. Déjà, le sélectionneur, il a fait les mauvais choix en mettant pas Morata, pardon. Et devant, l'attaque, elle est vraiment pas fameuse. S'ils ont la possession, par exemple la France, des fois ils ont la possession et pourtant ils en font quelque chose. Sergio Busquets, il apporte de l'expérience. Jordi Alba, il apporte de l'expérience. Et on le voit très bien. C'est pas en défense que ça a pêché. La défense, elle a quand même été assez solide. Et c'est plus l'attaque qui a pas du tout été. Elle a pas été assez. Enfin, j'ai perdu le mot. Elle n'a pas été assez. C'est prolifique. Oui, Ouais. voilà, assez prolifique. Bah, Donc je pense que c'est pas forcément L'attaque- le style de jeu de l'Espagne. L'attaque de base, c'était le gros point faible de cette Espagne. Et je pense que le Ouais, fait ça que leur l'Espagne cher. n'ait pas vraiment de grands leaders comme à l'Argentine, Ouais. Lionel Messi, c'est Il manquait un Ramos. Ah, et Il puis, Je dis la manquait un vérité, Ramos. pour moi, La Busquets, sélection de tu Ramos, as parlé c'est de un problème, Busquets, tu vois. mais pour moi, Busquets n'est pas du tout un leader dans cette équipe. Non. On peut dire ce qu'on veut, mais je suis désolé, il mais n'a au pas milieu la de même, terrain. la même carrure que Ramos. en Non, termes pas de du leader, tout. c'est sûr. Au milieu de terrain, il a pas fait l'affaire du tout. Il a pas fait le boulot. Et oui, après, voilà, le vrai point faible, ça a été l'attaque. Parce que Bah, à noter, je crois, Pedri qui a fait une frappe, je crois, dans le match, alors qu'il tourne autour de la surface, même les deux milieux avec Gavi, que des milieux comme ça fassent qu'une seule frappe dans un match d'une telle importance, c'est choquant. Puis un tir cadré en tout dans le match. Enfin, je suis désolé, mais Il y a un problème de tactique pour Il y moi. a un problème. Quand tu domines autant et que tu fais un seul tir, je suis désolé, il y a un vrai problème de tactique. Et il faut le souligner, mais le Maroc aurait pu largement gagner ce match dans le temps réglementaire. L'Espagne Ouais, aussi. L'Espagne a eu, et surtout en prolongation, ils ont eu quand même 2-3 occasions Prolongation, de ouais. finir. Et ça aurait pu tout changer. Du coup, le Maroc qui affrontera le Portugal qui s'est imposé contre la Suisse, Corentin. Ouais, alors le Portugal qui a gagné largement face à la Suisse, une victoire 6-1. On a le gros carton de ces huitièmes de finale qui s'est dessiné. Bon, bah, c'est simple, triplé de cet homme, Gonzalo Ramos, Ouais, magnifique. homme du match. Quel match. En plus, c'est vraiment un choix tactique de la part du Fernando Santos, le sélectionneur portugais qui a mis Ronaldo sur le banc avant le match. Il le fait rentrer, il marque un triplé. Je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de choix tactique. Clairement. On peut pas faire mieux. On a Pepe qui a marqué et qui oui. devient le joueur le plus vieux de l'histoire des plus phases âgé, le finales. plus âgé. Deuxième. 39 ans. Le joueur le plus âgé, oui. C'est le deuxième joueur le plus âgé, il me semble. Il y a quelqu'un qui est devant. En phase finale, non, c'est le plus âgé. D'accord. C'est en termes de. Ah oui, avec les phases de C'est en groupe. Coupe du Monde. Ok. Ouais, en Coupe du Monde, oui, Ouais. mais en phase finale. D'accord. En phase de groupe, oui, il y avait plus âgé. Je sais plus qui, mais voilà, donc il prouve qu'il est encore le patron de cette équipe, Pepe. Hein. On avait beaucoup de doutes sur lui, mais finalement, il a répondu présent. On a Guerrero aussi qui a marqué la 55e minute. Akanji a réduit l'écart quand même. Alors, je sais pas vous, j'y ai un peu cru. Quand j'ai vu qu'Akanji a remontada marqué Coupe du Monde, on croit Non. qu'on à une retrouve petite une remontada. Non. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire en qu'on est tellement voyant dans une grande en vrai, Coupe du je Monde. verrais. 4-1 déjà, 3-1. Il y avait 4-0. 4-0, ouais, du coup, donc 4-1. 4-1. En voyant le c'est reste du impossible. match, quand même, la Suisse avait un niveau vraiment faible. Et le Portugal a vraiment montré une très belle copie hier. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Bah, déjà, ils ont mis 6 buts, donc à partir de ce moment-là, en huitième de finale, mettre 6 buts, c'est très fort. Et à noter, Après, c'est pas la Suisse de 2020 aussi. Hein. c'est loin d'être la Suisse de 2020. Et je sais pas vous, mais je pense que là, c'était vraiment la génération dorée de la Suisse, on va dire, entre guillemets.
est complètement fini. C'est la dernière année. Ah, Il là, faut renouveler. là. C'est Voilà, il faut comme la renouveler. Belgique finalement. C'est pire que la Belgique pour C'est moi. même pire que la Belgique. On parle souvent de la Belgique vis-à-vis de ça, mais ouais, la Suisse là. J'ai l'impression qu'ils vivent un peu la même période que l'Allemagne à l'époque. Enfin, ouais, l'Allemagne quand ils ont gagné la Coupe du Monde, l'Espagne quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Tous leurs joueurs ils vieillissent et je pense qu'ils vont devoir renouveler parce que sinon ils vont jamais y arriver. Ouais, après, bon, ils ont quand même été en 8e de finale, donc c'est pas non plus mauvais. Oui, ça reste un Ils résultat sortent d'un assez logique groupe, pour la pas Suisse mal. qui affronte le Portugal, qui est quand même une grosse nation du foot Mais actuelle. Oui, Et donc perdre après 6-1, c'est un gros score. Mais finalement, pour la Suisse, c'est un résultat assez logique quand même de se faire éliminer en 8e de c'est finale. assez logique. Et Au puis, vu de leur groupe. Au vu de leur groupe surtout. Et puis quand tu regardes le match, finalement, c'est pas la même équipe de Suisse qui a affronté la France il y a un an. Je l'ai pas reconnu du tout. Non, bah, Aucune défense, rien, pas de jeu. En attaque, on avait vraiment rien du tout. C'était très pauvre. Et j'étais très déçu de la Suisse par même contre. parce Yann, que... Yann Sommer qui a pas du tout Sommer qui a été convaincant. Après, attention, parce que Yann Sommer, là, je vais le défendre sur ce point. Il a pas du tout été aidé par sa défense. C'est sûr. Et Fabien Cher a pris l'eau. Et bien sûr, ouais, qui a fait un match exécrable. Exécrable. Et d'ailleurs, Murat Yakin, le sélectionneur suisse, a dit en conférence de presse que les joueurs étaient malades. Je sais pas si c'est vraiment une excuse, mais il a dit qu'en gros, Nicole Veddi est malade depuis 4 jours, il a de la fièvre. Char n'était pas à 100% non plus face à la pression physique de l'adversaire. Je suis convaincu que j'ai fait les bons choix dans cette Coupe du Monde et que ce n'est pas une question de système, mais d'adversaire. Bah, s'ils sont malades, à quoi bon les faire jouer? C'est vrai. Il y a ça S'ils sont aussi, pas hein. au top de leur forme, il y a quand même des joueurs sur le banc, même s'ils sont peut-être d'une qualité un peu C'est ça le problème. inférieure. C'est comme je disais par rapport à la Belgique, on en retrouve un peu la même équipe, c'est-à-dire qu'ils sont en fin de cycle, il n'y a pas un banc assez étoffé pour se permettre de faire tourner les joueurs. Et non, mais pour moi, la Suisse est vraiment en fin de cycle. En fait, j'ai l'impression que la Suisse, avec l'Euro 2020, ils ont fait une bonne performance, comme la Belgique. Et du coup, ils ont pas voulu forcément changer de composition, pas voulu changer de tactique. Et du coup, ils se sont contentés de remettre les mêmes joueurs. Et ça a a pas un marché. peu flop, en fait. C'est vrai. Et à noter que la Suisse a quand même eu la possession dans ce match. Donc pour répondre aux Espagnols, voilà, il suffit pas d'avoir la possession pour mettre 6 buts. Non, mais je sais pas si vous avez... Vas-y. Bah oui, la possession, ça a jamais été. Enfin, pour moi, dans cette Coupe du Monde, en tout cas, c'est pas gage de victoire. Ah, Ça veut rien dire. Tu peux avoir 1% de possession et gagner ton match. Le Japon Haut la l'a main. prouvé, hein. D'ailleurs, le Costa Maroc Rica nous l'a aussi, hein. prouvé hier. Encore, ouais. Donc voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le Portugal, ils ont eu une très grosse tactique. Et de 1, le sélectionneur, il a fait beaucoup de choix de pas mettre Ronaldo, il a mis Ramos à la place. Et de 2, au début, ils ont laissé la possession à la Suisse, les Portugais, et ils ont voulu plutôt jouer en contre, et ce qui a été prolifique, parce que derrière, Ramos, il marque. Donc je pense qu'il y a eu une très grosse tactique de la part du sélectionneur qui a très bien fonctionné. Le Didier Deschamps portugais, moi je le vois vraiment comme ça, il est là depuis très longtemps, il est vraiment très bon. Et j'ai juste un truc à noter, c'est que c'est le premier quart de finale des Portugais depuis la Coupe du Monde 2006. C'est surprenant quand on voit une équipe si forte. Et voilà, ça fait depuis 2006 qu'ils n'ont pas atteint les quarts de finale. Et c'est vrai, à noter. C'était l'année où ils avaient affronté l'équipe de France. Et Rafael Guerreiro d'ailleurs qui a réagi, le latéral gauche du Portugal, à la fin du match, qu'on va écouter tout de suite. Bon, c'est une dure soirée. Alors, c'est pas le beau. Pour la très belle victoire du Voilà. Portugal. Beaucoup de maîtrise, on l'a vu en première période et en seconde mi-temps. On n'a jamais vraiment senti que vous étiez inquiété. Vous devez être totalement satisfait ce soir. Ouais, c'est vrai que c'est assez sympa de jouer un match comme ça. On était vraiment sûr du résultat final. Je pense qu'on a vu le déroulement de la première mi-temps. On a été très sûr de nos qualités avec la balle et sans la balle aussi. Et aujourd'hui, c'est une belle performance de toute l'équipe et on est vraiment fiers, je pense, du résultat. Et fier aussi de ce premier but en Coupe du Monde pour vous? Ouais, très fier d'avoir marqué pour mon pays en Coupe du Monde. J'avais marqué déjà à l'Euro, mais voilà, c'est une belle récompense pour moi aussi. Mais comme j'ai dit, le travail de toute l'équipe est plus important que le travail individuel. Une dernière chose, c'est le Maroc qui vous attend désormais. Vous attendez à quoi? Tout autre chose que la Suisse? Ce sera un match différent parce que le Maroc a joué très, très bas contre l'Espagne, a essayé de contrer. On va voir comment ils vont jouer contre nous, mais on va essayer de garder la même façon de penser, la même philosophie de jeu et essayer d'avoir la balle tout le temps. Merci beaucoup, Raphaël. Félicitations. Et en parlant donc de la Suisse dont on parlait juste avant, on a aussi Denis Zakaria qui a le milieu défensif de la Suisse qui a réagi aussi à la fin du match sur la défaite suisse. Bon, c'est une dure soirée pour la Nati. Qu'est-ce que vous analysez après ce match face au Portugal finalement? J'analyse qu'aujourd'hui on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas su être à la hauteur dans ces grands événements et malheureusement on se prend une claque.
Ça a été compliqué dans la première mi-temps, dans la seconde. On a eu l'impression que vous n'aviez jamais réussi à trouver les solutions. Quel était le gros problème finalement pour vous ce soir? C'est dur à dire. Je pense qu'on doit analyser le match pour voir quels ont été les plus gros problèmes. Après, moi, je pense qu'on n'a tout simplement pas été à la hauteur. On est capable de faire beaucoup mieux. On l'a déjà prouvé contre cette équipe et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas su être à la hauteur. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, le Portugal qui affrontera le Maroc avec CR7 qui était sur le banc face. D'ailleurs, dans le chat, on nous dit que Marin nous dit que Ronaldo sur le banc, c'est une masterclass de la part de Santos. Justement, c'est le débat qui arrive. Est-ce que le Portugal doit jouer, oui ou non, avec Cristiano Ronaldo? Corentin, pour toi, oui. Anthony, pour toi, non. Anthony, je te laisse débuter ce débat. Alors pour moi, le Portugal doit jouer sans Cristiano, en tout cas en début de match, parce que l'équipe joue tout simplement plus libérée sans lui. Je le trouve pas assez haut niveau pour être titulaire en fait. Même si je sais que c'est Cristiano, je sais que voilà, c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais là je pense qu'il faut à un moment donné tourner la page. Ses plus belles années sont passées et pour moi il doit laisser la place aux plus jeunes. En attaque, notamment Joao Félix ou encore Leao. Voilà. Et moi je le verrais plus par exemple en super sub, genre, comme quand il est rentré hier, il me semble à la 70e, quelque chose comme ça. Il n'a pas été flamboyant en remplaçant. Il n'a pas été flamboyant, mais c'est sûr. Ouais, mais je le vois plus dans un rôle comme ça. Cristiano Ronaldo, super sub pour toi. Personnellement, je le trouve mauvais dans cette Coupe du Monde, mais. Mauvais. C'est sûr, faut faire des choix hein, et peut-être. Il fait vraiment en même temps, il joue pas le 8e de finale. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais dans la phase de groupe, excuse-moi, mais il a fait vraiment des mauvais matchs, je trouve. Moyen, je dirais pas mauvais non plus. Enfin, là, pour revenir sur le débat, comment tu peux mettre Cristiano Ronaldo en super sub? Enfin, c'est inconcevable pour moi. Mais parce que ça reste un joueur comme les autres. C'est pas parce que c'est Ronaldo qui doit absolument être titulaire. Je suis désolé. Et si, je pense que Quentin, je pense que Quentin, tu te voiles un peu la face parce que certes, c'est Cristiano Ronaldo, mais si tu regardes ses performances sur le terrain depuis le début de la compétition, en regardant le match de Ramos hier, je pense que Ramos a vraiment livré une meilleure performance. Pourquoi Ramos et Ronaldo ne pourraient pas jouer ensemble? Bah, dans ces cas-là, faut revoir toute la composition et ça veut dire qu'ils perdent tout leur automatisme. Oui, non, mais après, oui, c'est aussi une des forces du Portugal, c'est-à-dire que même sans Ronaldo, ils peuvent gagner, ça je suis d'accord. Mais sans Ronaldo, ils gagnent, c'est ça le truc. Je suis d'accord. Là, je suis entièrement d'accord sur ce point. Ils ont tellement un bel effectif que voilà, ça peut passer sans Ronaldo. Mais pour moi, c'est comme, c'est comme Karim Benzema avec l'équipe de France. C'est un plus, tu ne peux pas t'en passer. Si tu l'as sur le terrain, je suis désolé, c'est un leader. Ronaldo, c'est un des rares joueurs qui peut changer un match. C'est un tueur, c'est un tueur. De l'intégrer, c'est que Ronaldo comme Benzema, c'est de les intégrer dans l'équipe et que ça fonctionne comme avant, que ça. Bah, il a toujours été intégré, Ronaldo. Ah oui, je vous ai dit que l'équipe jouait mieux sans lui. Donc après, en même temps, mieux, je suis pas d'accord. Hein. Ouais. Mieux, je suis pas d'accord. Franchement, quand t'as Ronaldo sur le terrain, mais je trouve qu'ils sont plus à l'aise. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient plus à l'aise sans Cristiano. Après, je le verrais toujours comme un remplaçant. Je comprends Anthony. En regardant le match du Portugal hier, on se dit Ronaldo, le Portugal n'a pas besoin de Ronaldo pour faire des grandes performances et pour gagner des matchs importants de ce genre. Tu dis plus à l'aise, excuse-moi, mais Leao marque à la 92e, Ronaldo était sur le terrain. Il aurait et sur l'action du but, le but de Leao, je suis désolé, mais il aurait pu faire un centre pour CR7. CR7 était tout seul au second poteau. Pour moi, Leao a beaucoup plus sa place en tant que titulaire que Cristiano Ronaldo. Ah oui. Ça peut paraître un peu étrange de dire ça comme ça. Sur le banc, c'est scandaleux. Oui, il fait le match de Leao aussi, ça c'est un autre débat, mais Leao fait une très bonne rentrée aussi. Après, attention, parce que c'est le premier match de Ramos, il met un triplé, mais pour l'instant, on a vu qu'un match de lui. Il faut savoir si sur le long terme. Oui, voilà. C'est contre une Suisse, ils ont mis 6 buts. Voilà. Donc c'est comme quand tu vois l'Espagne, le premier match, je peux dire, Morata, il aurait été mieux titulaire ou. Quand il gagne 7-0, je crois. Donc, Et justement, dans le chat, on réagit beaucoup par rapport à ce débat. Alors, sans Ronaldo, le Portugal joue beaucoup plus libéré. Donc, Marin rejoint ton avis. Merci aux commentateurs. Et je vois Flo nous dit qu'il faut passer au-delà de l'image de la superstar de Ronaldo. Ça ne reste un joueur dans un groupe de 25 et aujourd'hui, il n'apporte presque plus rien. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que c'est exactement ça. Très dur. C'est vrai que c'est une légende du football, mais c'est un joueur dans un groupe de 25 joueurs, c'est un Portugais. Il faut savoir que sur le groupe de 25 joueurs, c'est celui qui a fait monter les jeunes qui sont aujourd'hui au Portugal, c'est lui. Hein. Exactement. D'accord, mais là on parle de... Exactement. On parle de celui qui a ramené le premier trophée au Portugal dans l'histoire de cette sélection, à l'Euro 2016. On parle d'une légende de son pays, de sa nation. C'est même la légende du football. On parle de celui qui a aidé le Portugal à sortir des poules en 2018 en mettant un coup franc à la 92e minute face à l'Espagne. Et triplé d'ailleurs. Du passé, d'ailleurs. Ouais. Là, je vous parle de maintenant. Maintenant, le Portugal joue peut-être mieux sans.
Dans le passé, peut-être. Cristiano Ronaldo de 2016, de 2018, certes, c'était un très bon joueur. Pardon, ça reste un joueur très performant, mais pour moi, il n'a pas sa place dans le 11 du Portugal actuel. Pour moi, voir sur les phases finales, parce qu'encore une fois, on l'a pas vu en phase finale, on l'a vu sur les phases de poule. C'est peut-être des matchs contre le Maroc, ça va être plus dur. Mais à voir. Mais moi, j'ai trouvé l'équipe du Portugal hier beaucoup plus relâchée sans Cristiano Ronaldo qu'avec avec Ronaldo en phase de groupe. Mais est-ce qu'il va être titulaire déjà contre le Maroc? Ça on verra, ce sera le choix du coach. Moi, je pense qu'ils vont sous-estimer le Maroc justement, qu'ils vont le mettre titulaire en disant bon. Mais non, tu peux pas dire ça quoi. Ils ont mis Ramos titulaire parce qu'il avait tenu des propos en Corée du Sud que le coach n'avait pas aimé. Mais il l'a dit selon Santos, ce serait plus un choix tactique. Ce serait plus parce qu'il avait tout préparé avec Ramos. Il a quand même dit qu'il appréciait pas ce qu'il avait dit face à la Corée du Sud. Moi, je pense qu'il y a eu un problème en interne. Oui, je pense, mais ils veulent pas le dire pour pas faire trop de bruit dans les médias. Parce que c'est Cristiano Ronaldo, donc c'est normal. Mais après, comme tu disais, je parle aussi avec le cœur et c'est vrai que je peux pas voir le Portugal sans Cristiano Ronaldo tant qu'il joue encore. Tant qu'il est encore en activité, pour moi, il est titulaire. Enfin, tu peux pas le prendre. l'Argentine, en fait. Voilà, c'est comme Messi. Tu te vois de mettre Messi sur le banc avec l'Argentine. Non, mais sauf que Messi, il a largement sa place en tant que titulaire. S'il avait pas le niveau, je dirais la même chose. Portugal. Oui, mais enfin, moi, c'est inconcevable. Est-ce que vous pensez que peut-être Bastien, que le choix du coach a pu changer avec l'annonce du transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr? Peut-être que ça l'a un peu perturbé pendant ce mondial. Non, ça a rien. Je pense que ça a strictement rien changé vraiment. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a eu un problème en interne ou je sais pas, quelque chose qui s'est mal passé. Et déjà aussi avec l'affaire de Manchester United, je pense que déjà il y avait des relations un peu entre les joueurs qui étaient pas très très bonnes. Et après, je sais pas, mais je pense pas que cette annonce elle a perturbé la tactique de pas forcément. Et d'ailleurs dans le chat on a Jordan qui vient souvent ici qui lui dit que le grand Maroc de Hakim Ziyech va terrasser le Portugal du retraité CR7. Et c'est le prochain débat. Est-ce que vous pensez que le Maroc peut-il créer l'exploit? Bon, je sais pas si on peut parler d'exploit, mais est-ce que le Maroc peut se qualifier pour la première demi-finale de son histoire contre le Portugal? Alors, je crois que vous n'êtes pas tous d'accord. Anthony et Bastien, vous êtes plutôt pour le Maroc qui peut remporter ce match contre le Portugal, mais Corentin pas trop. Alors peut-être Bastien, je te laisse commencer pour défendre le Maroc. Déjà on va pas dire créer l'exploit parce que je pense que s'il gagne le match il sera totalement mérité déjà. Ouais, mais c'est quand même un exploit. Hein. C'est plus un exploit que contre l'Espagne. Ce serait la première fois qu'un pays africain accède en demi, donc ça va être considéré par le monde entier comme un exploit pour le coup. Je sais pas. Moi je pense qu'il mérite et que ce serait pas tellement un exploit. Ça restera un parcours exceptionnel après être sorti de poule en battant la Belgique, battre l'Espagne, puis battre le Portugal, ce serait vraiment un magnifique parcours pour eux. Moi je pense que déjà le Maroc on l'a très bien vu, ils y sont très très solides défensivement. Et le Portugal, s'ils décident de laisser un peu la possession au Maroc, je pense qu'ils peuvent en faire quelque chose. Et s'ils sont efficaces devant avec Ziyech ou Boufal et qu'ils arrivent à mettre un but dans la première mi-temps ou dans les 30 premières minutes, je pense que le Portugal, ils vont quand même assez galérer, on va dire, pour revenir au score et pour essayer de gagner le match. Corentin, t'es pas d'accord? Non, parce que contre l'Espagne, je vous aurais dit oui, le Maroc. Enfin, je pensais aussi que le Maroc allait battre l'Espagne parce que l'Espagne n'avait pas un jeu exceptionnel. Autant le Portugal, je suis désolé, mais là, on est un cran supérieur. Et quand tu vois que le Maroc... En fait, le problème, c'est que le Maroc m'ont pas convaincu sur le plan offensif face à l'Espagne. C'est-à-dire que pendant 120 minutes, ils n'ont pas été capables de convertir un seul tir en but. Et après, ça va... pas beaucoup d'occasions et pas beaucoup la possession, surtout. Pas le contrôle du jeu. Contre le Portugal, ça va être pire. Oui. Il faut être clair et net. Contre le Portugal, tu peux pas te permettre de gâcher autant d'occasions parce qu'ils en ont eu des occasions, les Marocains, hier. Je pense qu'ils auront quand même plus la possession que contre l'Espagne. Après, faire attention parce que. Contre le Portugal ? Ouais, je pense qu'ils auront plus, mais ça veut rien dire. Mais faire attention parce que du coup, le Portugal, qui eux vont pas beaucoup jouer la possession, ils vont plus jouer l'attaque. Ça va être compliqué pour le Maroc de gérer ça parce que autant l'Espagne qui joue la possession, qui jouait très derrière, c'était facile pour le Maroc de monter. Autant là, quand on voit l'attaque du Portugal. Ça peut être plus compliqué pour les Marocains. Il peut y avoir un avantage, comme tu disais Bastien, c'est que certes ils vont plus avoir la possession, mais c'est surtout qu'ils vont plus avoir de contre à jouer, parce que les Portugais vont vraiment se livrer comme ils ont fait hier face à la Suisse. Au final, face à la Suisse, ils étaient tout le temps à l'avant. Ça va peut-être faire profiter les Marocains, donc à voir pour ce match, mais franchement je ne suis pas convaincu par un exploit possible du Maroc face au Portugal. On parle quand même d'un des grands favoris de ce mondial.
Anthony, un mot peut-être juste à rajouter avant de finir. Pour le Maroc, justement, vous avez déjà évoqué tout ce que je voulais dire. Donc oui, je pense qu'ils auront plus d'occasions de contre. Comme ils auront plus de possession, je pense que le Portugal jouera moins dans la possession et ça va du coup aider le Maroc peut-être à avoir des occasions. Et aussi, vous allez me dire que le Portugal a mis 6 buts à la Suisse. Mais d'un match à un autre, tout peut changer. Je ne pense pas que le Portugal jouera de la même façon face au Maroc, qui aura vraiment un bloc bas, qui est beaucoup plus solide défensivement, à mon avis, que la Suisse. C'est sûr. Donc voilà, je pense qu'on peut s'attendre à un match serré en tout cas. C'est sûr. Donc, on verra ça samedi. Dans le chat, on a Floriano qui nous dit que Ronaldo, qui revient sur le débat avec Ronaldo. Il nous dit que Ronaldo est un compétiteur, il cherche sans cesse les records et la performance personnelle, mais avec la Seleção, il joue avec son cœur et avec ses tripes. Et justement, le fait qu'il cherche un peu trop les records, ça peut peut-être nuire un peu à son équipe. Excusez-moi, mais les records, il les a déjà tous. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il peut encore chercher à part le titre de champion du monde? Il y a un record à battre de Pelé. Il n'y a pas un record à battre de Pelé? Non, il l'a battu. Il l'a battu, c'est bon. Il l'a battu. C'est le meilleur buteur de l'histoire du football. Et là, il reste un objectif. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Et il peut l'avoir. Et il peut l'avoir cette année. Il peut l'avoir. À suivre. Pour revenir au Maroc, on dit qu'ils sont solides défensivement. Je suis d'accord, ils sont solides. Ils peuvent gagner le match, mais il faut faire attention parce qu'en match de poule, ils ont joué contre la Belgique. Donc l'attaque n'était pas exceptionnelle. L'Espagne, en 8e, l'attaque n'était pas exceptionnelle. Après, ils ont joué contre la Croatie. C'était pas non plus exceptionnel. Donc, ils sont solides défensivement, mais à voir contre ils vont être fatigués aussi. Pour moi, le point faible, c'est leur fatigue et aussi leur poste de buteur. Ouais, c'est sûr. À voir. On verra. Pour moi, une série, c'est on va passer à la prochaine rubrique. Merci, messieurs. On va passer au jeu, du coup. Le jeu du jour. Alors, ce sera sous forme de questions. On ferme l'ordinateur, Corentin. Je triche pas, je triche jamais. Alors, il y aura 6 questions avec 4 propositions. C'est des questions un peu plus difficiles que la dernière fois. Et donc, on va compter vos points à chacun. Et c'est parti tout de suite avec la première question. Qui avait marqué un doublé lors du dernier Brésil-Croatie en Coupe du Monde? C'était en 2014. Première proposition, Oscar, Fred, Neymar, Hulk. Oscar. Oscar. C'est une mauvaise réponse. Hein? Deuxième chance pour tout le monde. Ah bah bon bah on a la réponse, voilà. Bon, je pense que c'est Neymar. C'était Neymar et il y avait Oscar avait marqué le troisième but, ça avait fait 3-1 et il avait mis une passe décisive aussi et le troisième but c'était un penalty de Neymar. Okay. Deuxième question, quel était le score final du match Argentine-Pays-Bas en demi-finale de Coupe du Monde 2014? 1-0 Argentine, 1-0 Argentine après prolongation, Argentine au tir au but après un 0-0 ou Argentine au tir au but après un 1-1? 1-0 Argentine. 1-1. Et après tir au but, l'Argentine, du coup. Bastien. 1-0 Argentine, mais franchement, je suis vraiment pas sûr. C'est une mauvaise réponse pour tout le monde. Dis donc, ce score 1-0 fort. Compliqué, hein. Non, il y a eu 0-0 0-0. Et l'Argentine au tir au but. Et l'Argentine au tir au but. Ah, désolé, mais on n'accorde pas le point là. Il n'y a pas de bonne réponse directe. Ça fait toujours c'est pas possible. 0 point pour tout le monde. Hein. Ensuite, troisième question. On a parlé un peu du Maroc, du coup, qui se qualifie pour la première fois pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Il y a d'autres pays africains qui ont atteint les quarts de finale. Je vais vous en citer 4. Et dans ces 4 équipes, il y en a une qui n'a jamais atteint les quarts de finale de la compétition. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et le Cameroun. La Côte d'Ivoire. Ah non, Sénégal. Si, ils l'ont atteint le Sénégal en 2002. Bastien. Ah oui. C'est Côte d'Ivoire ou Cameroun. Je vais dire Côte d'Ivoire plutôt. C'était la Côte d'Ivoire. Bonne réponse d'Anthony et Bastien. Le Sénégal avait atteint les quarts de finale en 2002, le Cameroun en 1990 et le Ghana en 2010. Voilà. Mais personne n'a atteint les demi-finales, du coup ça pourrait être une première pour le Maroc. Quatrième question, qui est le meilleur buteur anglais de l'histoire de la sélection? Harry Kane, Wayne Rooney, Gary Lineker ou Michael Owen? Wayne Rooney. Moi je savais pas, je dis pas. Rooney. Je vais pas dire Rooney parce que je vais prendre. Et bientôt Kane. C'est Rooney qui 52. est à 53. Et Kane est à 52 buts, du coup il pourrait le dépasser peut-être contre la France, on l'espère pas, mais samedi. Ça reste à suivre, on verra bien. Combien de fois se sont affrontés le Maroc et le Portugal en compétition officielle, sans compter cette Coupe du Monde? Oula. Alors, les propositions 3, 5, 2 ou une fois? 3. 2. La bonne réponse c'était une seule fois. C'était en 2018, lors de la deuxième journée des phases de groupe. Ouais. Voilà, ça avait fait 1-0 pour le Portugal avec un but de CR7 à la 4e minute.
Dernière question pour vous départager. Question en or. Combien de fois l'équipe d'Argentine a-t-il atteint une finale de Coupe du Monde? 3 fois, 4 fois, 6 fois ou 5 fois? 3 fois. 3 fois. 4. Et c'est une mauvaise réponse pour tout le monde. C'était 5 fois. Pour vous départager, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que du coup 2014 c'est trop facile, vu que tout le monde savait que l'Argentine était en finale. La dernière fois qu'il était en finale, sans compter 2014, est-ce que vous avez l'année? De l'Argentine? Oui, de l'Argentine. Finale de l'Argentine. Eh ben en 2014. Mais non, sans compter 2014. Sans compter 2014. Sinon c'est trop facile. En 94. Bastien? Attends, je réfléchis. Je vais dire au pif. 90. 90, bonne réponse. Bastien. Que de la chance. Merci, merci Anthony, merci Bastien. On va accueillir de nouveaux chroniqueurs. On accueille tout de suite Louis et Mathieu. Excuse-moi, j'ai été pris. Comment ça va? Super, écoute. Bien, mieux. Louis qui est pas venu pendant une semaine, je crois. Ouais, c'est le grand retour là. Ouais, je vous regardais, c'était un peu. J'aurais aimé être là, mais bon. Tu vas mieux, c'est le principal. Oui. On embrasse d'ailleurs Joris qui, on a des nouvelles qui va mieux, qui va mieux sur son état de santé, qui devrait être là la semaine prochaine, normalement en tant que chroniqueur, on l'espère. On espère. On va passer tout de suite au point bleu. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette semaine, si ce n'est la France qui bat la Pologne, mais pas trop de changements pour l'équipe de France, si ce n'est que du coup le groupe va bien. Tous les joueurs s'entendent bien, donc ça c'est la grosse force de Didier Deschamps, de toute façon que sur chaque compétition le groupe s'entend bien, donc sur le point mental tout semble en ordre avant le match face aux Anglais. Sur le point physique, on a noté ce matin l'absence de Kylian Mbappé à l'entraînement collectif. Normalement rien de grave. J'espère. On espère tous. Hein. On n'a pas eu de nouvelles de la part de la fédération, mais normalement il devrait être en forme, on l'espère, la même forme que contre la Pologne face à l'Angleterre. Il était déjà touché un peu à la cheville avant la compétition, du coup ça devrait être peut-être une petite gêne, mais sûrement rien de très grave. Et puis sinon, rien d'autre à noter sur ce point. Oui, on attend tout simplement le match contre l'Angleterre. Et d'ailleurs, en parlant de l'Angleterre, le groupe vit très très bien aussi. Hein. Donc c'est vrai. Pour moi, là, on a deux équipes très similaires qui vont s'affronter samedi. Et j'ai hâte de voir ce match qui sera vraiment le match, je pense, de la compétition. C'est les quarts de finale déjà. Des quarts de finale, je suis pas certain. Mais de la compétition. Une petite finale France-Brésil. Non, mais ça va finir en 3-0 comme en 98. Ça a changé. Ah, t'es optimiste. Non, j'ai dit, je redis, si on bat l'Angleterre, on gagne la Coupe du Monde. Et inversement, si l'Angleterre nous bat, ils gagnent la Coupe du Monde. C'est un peu le France-Belgique de 2018, c'est ça? C'est enregistré. Après, c'est les quarts de finale, il reste 3 matchs, pas 2 matchs. Ah, mais même. Pour moi, si tu bats l'Angleterre, tu peux battre le Portugal, tu peux battre le Brésil. Et justement, en parlant du Brésil, on va revenir sur son match contre la Corée du Sud, Corentin. Oui, victoire 4-1 du Brésil face à la Corée du Sud grâce à un but notamment de cet homme, Lucas Paqueta, encore auteur d'un très bon match. Vinicius qui ouvre le score à la 7e minute. Neymar qui double la mise sur penalty. Voilà, le retour parfait pour Neymar. Certes, c'est un penalty, mais il prouve qu'il est en bonne forme pour les quarts de finale. Et puis Richarlison, toujours lui, qui inscrit un nouveau but à la 29e minute. Qui ont enchaîné les Brésiliens. Vraiment, ils jouaient comme dans du beurre. Ils n'ont pas laissé. Ça veut rien dire, mais ils jouent comme dans du beurre. Ils n'ont pas laissé le moindre espoir aux Coréens, si ce n'est qu'à la 76e minute, Paik Sun-ho, désolé si je le prononce mal, marque l'unique but des Coréens dans cette rencontre. Et donc, Sans conséquence, le Brésil se qualifie tranquillement pour les quarts de finale. Et ils ont surclassé clairement les Coréens. Un grand Brésil qui a voulu rendre aussi hommage à Pelé, qui est un état de santé un peu critique en ce moment. Et on a d'ailleurs Neymar qui a réagi à la fin du match avec Vinicius, mais on vous passe d'abord Neymar. C'est difficile parler de ce moment de Pelé, mais on lui souhaite le meilleur et nous espérons qu'il va se rétablir le plus rapidement possible. Et j'espère qu'il a aimé cette victoire, qu'il a pu en profiter. Et
et obtenir des résultats comme cela, c'est une grande fierté. Jamais j'aurais imaginé pouvoir atteindre ces chiffres, donc je suis très heureux. Et Neymar qui a du coup inscrit le deuxième but pour le Brésil sur un penalty après le premier but de Vinicius qui lui aussi a réagi à la fin du match par rapport aussi à Pelé et son état critique. Vinicius, c'était une victoire très importante pour vous, pour le groupe, pour Neymar, pour tout le pays. Et c'est un hommage pour le rappeler. Oui, nous sommes très heureux d'avoir gagné ce match d'aujourd'hui. Et nous souhaitons le meilleur à notre roi. C'est celui qui a gagné le plus de titres pour nous. Il a besoin de notre soutien et j'espère qu'il puisse célébrer notre victoire et nos victoires. Et je suis très heureux, c'était un grand match avec ce résultat de 4-1, avec une grande équipe difficile. Mais nous avons réussi à bien jouer, tout le monde sort d'ici heureux. Pour être un grand favori avec la France, pour être champion du monde. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette future équipe de Croatie? C'est une équipe très difficile qui est arrivée en finale de la dernière Coupe du Monde. Et ils ont des joueurs qui sont très bons. Et c'est toujours important de jouer contre les meilleurs. Et maintenant, à chaque étape, on aura les meilleurs. Donc on doit être prêt. La Croatie qui a battu le Japon donc lundi soir. On était en live pendant ce match. On a vécu les tirs au but en direct. Oui. Et du coup, la Croatie qui va affronter donc le Brésil ce vendredi. Selon vous, est-ce qu'un exploit est possible sur une Croatie qui est peut-être un peu en retrait, un peu timide sur cette compétition? Je crois que Louis et Mathieu, vous êtes plutôt d'accord sur le fait que la Croatie peut faire un exploit, et Corentin, encore une fois, est en opposition. Assez surpris d'ailleurs qu'il y ait deux personnes qui pensent que la Croatie peut battre le Brésil. Peut-être Mathieu, tu peux commencer. Bah ouais, donc c'est pas la première fois où il y aurait un exploit dans cette compétition. Ouais, je pense pas que ce serait étonnant de voir la Croatie gagner. Elle sera pas favorite, mais je pense que, comme a dit le sélectionneur de la Croatie, elle est pas non plus un énorme outsider. C'est pas non plus. C'est vice-champion du monde. Oui, voilà, c'est pas non plus la Corée du Sud en face, quoi. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses, Louis. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, je te rejoins. Ils ont un milieu quand même très complet. Brozovic, Modric, c'est très très solide. Pareil, la défense. Je vais parler d'un joueur juste après qui aura sa pierre. Qui pourra mettre sa pierre à l'édifice. Moi, ce qui me fait peur un peu avec la Croatie, c'est le secteur offensif, qui est pour moi assez pauvre. Si Kramaric n'est pas dans un bon jour, je sais pas, j'ai du mal à voir cette Croatie s'en sortir. Et ce qui me fait peur aussi après, c'est le Brésil, mais bon, c'est pas la Corée du Sud. J'ai trouvé que les 4 buts, il y en a 2 qui étaient très évitables quand même. Ils étaient assez naïfs. Je pense au but de Vinicius. Ils sont tous attirés sur le premier poteau et ils laissent Vinicius complètement derrière au second. Manque d'expérience. Donc, je pense que la Croatie aura plus d'expérience et ne sera pas aussi naïf que les Coréens. Je voulais juste réagir sur ce que tu as dit, Mathieu, par rapport au fait que la Croatie n'est pas un outsider. Pour moi, c'est quand même l'équipe de ces quarts de finale qui a le moins de chances de remporter la compétition au final. Je pense que le Maroc a plus de chances que... Je pense que le niveau de jeu qui a été affiché par le Maroc pendant le début de cette compétition est vraiment supérieur à celui de la Croatie. Et toi, du coup, Corentin, Non, mais je suis assez d'accord sur beaucoup de points, parce que la Croatie, ça reste la Croatie, les finalistes du dernier mondial, mais on parle du Brésil en face. C'est là où je peux pas vous rejoindre, c'est-à-dire qu'on parle du favori, on peut dire 5 étoiles de cette Coupe du Monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas comparer la Croatie et le Brésil. Pour moi, il y a une marche, voire 2 d'écart entre ces deux équipes. On pouvait douter du Brésil pendant les phases de groupe, mais là, en voyant leur match contre la Corée du Sud, leur première mi-temps, c'est la Corée du Sud, tu vois. Moi, mais même collectivement, la Croatie n'a pas fait un seul match incroyable depuis le début de cette mais quand même. Mais le Canada. Tu vois, la Corée du Sud. Oui, non, mais je veux dire. Désolé, mais le groupe de la Croatie est bien plus relevé que celui du Brésil. Hein. Donc, oui, non, mais je suis d'accord. Bon, après, c'est pas comparable d'après moi. Pas exceptionnel non plus. Ah, mais il faut quand même éliminer la Belgique, tu vois. Puis il y avait le Maroc aussi, non? Il y avait surtout le Maroc. Il y avait surtout le Maroc. 0, donc ils peuvent tenir tête au Maroc. Bon, c'est pas le Brésil, bien évidemment, mais ils ont les armes pour. Et franchement, pour moi, ils peuvent créer quelque chose si ils arrivent à sortir un gros match, que ce soit mental et physique. Pour moi, ils peuvent le faire. Ouais, mais après, ce qui est difficile avec le Brésil, c'est qu'ils ont une attaque surpuissante. Ouais. Et je pense que s'il y a bien
un secteur dans lequel les Croates vont pêcher, c'est leurs attaquants justement. La défense, tu vois, je pense que ça peut tenir. C'est vraiment leur point fort. Tu vas en parler justement, mais au niveau de l'attaque, je suis désolé, mais à part Perisic, je les trouve pas excellents non plus. Je suis d'accord. Et quand tu vois qu'en face, tu as une défense avec Marquinhos, Thiago Silva, tout ça, excuse-moi, mais je vois vraiment pas la Croatie faire un exploit contre le Brésil, et ce serait un retentissement dans ce mondial. Ce serait un exploit énorme. Encore plus que le Maroc. Plus choquant que Maroc-Espagne. Après, largement plus choquant. Un peu moins quand même que l'Argentine-Arabie Saoudite. Après, c'est mon avis, mais c'est pas pareil. C'est pas la même. Là, on est dans les phases d'élimination directe. C'est sûr. Donc, je pense que ça sera encore plus fort que le Maroc. Et aussi, vous avez parlé de la défense de la Croatie. Certes, une très belle défense, mais on voit du coup l'équipe du Brésil et son attaque avec Neymar aussi qui revient en force. Est-ce que ça fera le poids pour toi, Louis, cette défense de la Croatie contre le Brésil? Oui, ça fera le poids, franchement. Ça fera le poids, j'espère. En tout cas, ils ont les armes pour et ils ont les qualités physiques et ils se connaissent par cœur et je pense qu'ils peuvent le faire. Ils sont expérimentés, ils savent défendre et ce sera pas aussi facile pour les Brésiliens que contre la Corée pour moi. Après, il faut pas négliger un facteur, ça va être la fraîcheur physique. Faut pas oublier que la Croatie sort d'un 8e de finale où ils ont été jusqu'au tir au but. Ce qui est éprouvant physiquement, parce que là, en plus que les matchs ont des arrêts de jeu assez énormes, donc on atteint les 2 heures, 2 heures et demie de jeu. Je pense que ça va jouer énormément. On va avoir des Croates qui vont, au bout de 45 minutes, être un peu cramés physiquement. Donc, c'est pour ça que le Brésil va prendre largement le dessus dans ces quarts de finale. Et après, si la Croatie arrive à faire l'exploit, pour moi, ils vont en finale. Parce que derrière, tu as un tableau qui n'est pas le plus relevé de la compétition. Après, c'est l'Argentine. Après, c'est Pays-Bas. C'est l'Argentine, Pays-Bas. Donc, je vais avoir Argentine-Brésil en demi, c'est ça? Exactement. Et de l'autre côté, un France ou Angleterre contre Portugal. En tous les cas, on a des magnifiques affiches, mais je veux dire, dans le sens où si la Croatie gagne contre le Brésil, derrière, ils peuvent largement gagner contre l'Argentine ou les Pays-Bas. Et encore un France-Croatie en finale de Coupe du Monde. Ce serait marrant. Ce serait très drôle. Ce serait excellent. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit. En 2018, les Croates, à part en finale, ils ont fait que des matchs qui sont allés jusqu'au prolong. Je pense que c'est vrai, c'est pas une question de physique, c'est plutôt une question de mental en fait. Surtout, je pense que c'est d'expérience. Mais contrairement à 2018, je trouve que la Croatie quand même, il y avait un grand Luka Modric en 2018 et cette année, je le trouve un peu plus en retrait. Je sais pas si vous et puis êtes d'accord avec moi, mais ils sont moins convaincants qu'en 2018. En 2018, quand ils avaient affronté l'Angleterre, la Russie aussi, là, c'était exceptionnel. Ils avaient sorti des matchs de grande classe. Là, cette année, même si vous me dites qu'ils ont sorti d'un groupe assez relevé, quand on regarde les matchs, il y a vraiment pas non plus. C'est pas la même Croatie qu'en 2018 et c'est pas non plus une équipe qui peut rivaliser avec les meilleurs de ce mondial. C'est là où je suis pas vraiment d'accord avec vous. Après c'est le foot donc c'est pour ça qu'on c'est 11 personnes contre 11 personnes c'est sûr. Tout se passer. Ouais, c'est le foot. Bon, on va passer du coup, Louis, sur ta rubrique, la rubrique qui revient, du coup le joueur à suivre, vu que t'étais indisponible pendant une semaine. De qui vas-tu nous parler aujourd'hui, Louis? Alors je vais vous parler de Josko Gvardiol, le défenseur central croate, gaucher. Le masqué. Batman. L'homo masque. Il a été formé au Dynamo Zagreb. À partir de 8 ans, il avait déjà intégré le centre de formation. Et au début, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été formé milieu. Il n'a pas été formé directement défenseur. Il est central là. Il est central, exactement. Il peut jouer à gauche. Il a été souvent comparé à là-bas. Et là-bas, au pays, on n'avait jamais vu quelqu'un avec... Ce futur, on va dire, en gros, on le voyait déjà avec un futur doré. Bon, il y avait eu ça avec Kovacic, mais là, c'est vraiment très fort. En à peine une dizaine de matchs, il avait déjà convaincu toute l'Europe. Il part à l'été 2020 à Leipzig, et puis là, c'est la confirmation. Ce mec, il est intelligent, clairvoyant. Il s'est cassé des lignes avec son jeu au pied, et ça passe. Il est là dans les duels physiques, que ce soit aérien et terrestre. Et puis, demander aux Belges ce qu'ils en pensent. Ils vous me diront qu'ils ont passé un très mauvais match avec Gvardiol. C'est sûr qu'il fait un très bon début de mondial. Ouais, il fait un super début de mondial. Je crois qu'il a déjà 2 clean sheets avec la Croatie. Et là, il est sur la pente ascendante. Et petite anecdote sympa, quand il était à Zagreb, dans son appartement, il avait une feuille avec écrit persévérance, entraînement, repos, 20 minutes max, qui correspondait à son temps d'écran qui s'était lui-même imposé. Donc c'est quelqu'un qui a déjà les idées fixes. Et puis il avait mis en haut à droite Top Club avec
un peu en mode imaginaire. Moi, je pense qu'il va tout de suite y arriver. Là, cette Coupe du Monde, c'est un peu la révélation pour les gens qui regardent un peu comme ça, etc. Et je pense que si c'est pas cet hiver, l'été prochain, il part dans un grand club. Après, on l'a pas encore vu dans cette Coupe du Monde contre une grande attaque, entre guillemets, parce que certes, on l'a vu contre la Belgique, mais c'est pas la Belgique de 2018. Du coup, on verra ce que ça donnera contre le Brésil avec tous ces attaquants de feu. C'est peut-être une pièce maîtresse dans la défense, voire clairement la pièce maîtresse dans la défense pour peut-être contrer les offensives brésiliennes. Et il a quel âge ? 22 ans, 21. C'est jeune, c'est incroyable. On parle pas beaucoup de lui, vu qu'il joue en Allemagne à Leipzig. C'est pas forcément le championnat qu'on suit le plus. En Ligue des Champions, il a fait un très gros travail. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi, il me fait penser un peu à Lovren. Oui. Il a un peu le même profil de défenseur qui peut, il est assez rapide, on va dire. Très rapide. Il est très rapide. Très rapide pour son poste. Et une mentalité de guerrier. Il peut jouer à gauche. Il peut jouer à gauche, ouais. Mais il est gaucher. Hein. Il est gaucher, c'est pour ça. Et comme j'ai dit, il a été comparé souvent à Alaba. Mais un de ses anciens coachs préfère le comparer à Thiago Silva dans le leadership et vraiment dans le capitana parce qu'il parle sur un terrain, que ce soit dans le vestiaire et puis techniquement. C'est un leader partout en fait, il est complet et pour moi dans les futures années on entendra parler et il va être très important pour ce match face à l'Armada brésilienne et c'est avec lui, Lovren et je pense qu'ils auront beaucoup de boulot. Et même tu le vois sur le terrain, de toute façon c'est un vrai guerrier. Quand il se bat, il lâche des tacles. Il a que 22 ans, qu'est-ce que ce sera à 30 ans quand il aura de l'expérience et qu'il sera là pour défendre son pays peut-être comme un leader. En voyant un peu la génération Modric, Perisic, Mandzukic qui a déjà disparu des radars, mais c'est sûr que ça pourrait devenir le joueur de la Croatie dans les années à venir. Je me mouille, mais peut-être le meilleur défenseur central du monde d'ici 4-5 ans, même moins. On l'a pas encore vu énormément, mais c'est sûr que je le vois aller au Real Madrid, c'est un club qui pourrait lui convenir parfaitement. Et pourquoi pas. Vraiment, je pense qu'on sous-estime ce joueur parce qu'il a. C'est enregistré encore, hein, on note le. T'en fais pas, tu pourras ressortir ça quand tu veux. Mais pour moi, vraiment, je trouve qu'on sous-estime, tu vois, parce que c'est vrai qu'on. C'est pas on en parle pas assez. On en parle pas assez, ouais. On en parle pas assez, et comme tu l'as dit. Il fait partie des joueurs sous-cotés. On aime bien essayer de définir les joueurs sous-cotés. Vardiol en fait partie. Pour moi, je vois plus aller à Manchester City parce qu'il a une aisance avec la balle qui est impressionnante. Et comme j'ai dit, il s'est cassé des lignes via lui-même, ses dribbles, etc. Mais surtout sa vision de jeu. Et c'est le genre de défenseur que adore Pep Guardiola. Donc je le verrais bien aller là-bas, moi. En tout cas, ça ferait du bien à City, parce que City, ils ont des défenseurs centraux très grands et très lents. Je pense à Laporte, c'est pas excellent. Je pense qu'il apporterait vraiment du jeu, clairement, dans cette défense. Peut-être à côté d'un Nathan Ake, qui fait quand même un bon mondial avec le Pays-Bas. Un bon mondial, mais avec City, c'était pas excellent non plus. Non, mais peut-être avec Ruben Dias, mais ça fait un peu 2 fois le même profil, je trouve. Peut-être. Je sais pas, à suivre, on verra en tout cas pendant le mercato s'il bouge. Mais en tout cas, joueur à suivre. Merci Louis de nous avoir fait. Juste dans le chat, on a Marin qui nous dit qu'il a fait un très très bon match avec Lovren, donc le dernier match avec la Croatie. Et qu'il est très très sous-coté, ce gros crack, nous dit-il. Et on a Mama Tax qui nous dit que même en plein partiel, il nous suit. Alors ça fait plaisir. Ah oui. Mais il faut bien réviser quand même. Merci à lui. On va finir cette émission avec vos pronostics pour le match Croatie-Brésil du coup. Match vendredi à 16h. Mathieu, je te laisse commencer. On peut changer, je n'ai pas encore mon prono là. Ok, Louis démarre maintenant. Je vois bien un 1-1. Voilà, un match assez fermé avec 2 buts pour chaque équipe. Enfin non, pas pour chaque équipe. Oui, 2 buts en tout. 1-1, donc oui. Et ça va jusqu'au tir au but et c'est le Brésil qui s'en sort, malheureusement. Avec comme buteur Oula, tu vois. Richarlison et Kramaric pour la Croatie. Corentin, tes pronos? Comme j'ai dit, la Croatie n'a pas une attaque qui me surprend de jour en jour, donc ils ne marqueront pas. Donc logiquement, ils vont être éliminés par le Brésil. 2-0 pour le Brésil. But de Paqueta et de Neymar. Un deuxième de Paqueta. Un deuxième de Paqueta, voilà. Et donc voilà, le Brésil va largement gagner ce match. Largement, parce que Mathieu, on écoute tes pronos. Non, ça va être serré quand même, je pense. Je pense pas que ça va être
une risée non plus. Wow, je sais pas ce que je dis. Je pense que le Brésil va gagner 2-1 quand même, mais d'après moi, ça va être serré, ça va être un match très fermé. Après, oui, ça reste un quart de finale, donc ça va être serré dans tous les cas. Mais un match nul jusqu'au tir au but, c'est osé, franchement. Et tes buteurs, Mathieu? 2-1. Buteur, je vais dire Neymar sur penalty encore. Je sais pas, ouais, Richarlison. En vrai, je m'y connais pas trop en joueur de la Croatie. Je vais dire ton joueur, Guardiola. Et sur coup franc, une petite tête, c'est bon. Est-ce qu'il est bon de la tête, Guardiola aussi? C'est un guerrier. Voilà, je lui fais confiance. Il est bon de partout. Ah ouais. Mais il est sur un petit corner, c'est pas entré. Ah ouais. À noter même il a un bon jeu au pied. Hein. Il peut facilement se projeter à l'avant, donc on peut le retrouver sur un centre. Je sais pas si t'as vu cette stat, le Brésil n'a jamais perdu contre la Croatie en toute compétition confondue. Bon, donc, voilà. Ils perdront toujours pas cette année. Tu penses? Face à la Croatie. 4 matchs. Timothée, tu vois combien toi pour ce match? Bah moi, contrairement à vous, je vois plutôt une victoire facile du Brésil. Je vois peut-être un petit 3-0. Malgré Guardiola et toute l'équipe croate qui fait quand même une belle compétition. Je vois un doublé de Richarlison et un but de Neymar, peut-être sur penalty. Et toi, Joris? Je rejoins un peu, pas ton pronostic, mais ton idée sur le fait que le Brésil va aussi s'imposer facilement. Je vois un 4-1, un but quand même de Perisic avec la Croatie. Mais ouais, je vois le Brésil qui sur une dynamique offensive est juste super forte, avec un but de Vinicius, un doublé de Richarlison aussi, et puis un but de Rodrigo qui rentre à la 70e. Je pense que ce serait beau. Mais ouais, très précis. Très précis. Bon, on verra. Les buts de la Croatie, t'as dit 4-1? Ouais. Est-ce qu'il est le buteur de la Croatie? Il a dit Perisic. Perisic, logique. À suivre, pourquoi pas. On verra en tout cas la prochaine émission vendredi à 18h. Voilà, dans 2 jours, retrouvez-nous, même heure, même endroit, tout pareil. Et du coup, match à 16h, du coup, Brésil-Croatie, vous allez tous le suivre. Évidemment. Voilà, et du coup, on se retrouve vendredi. Merci de nous avoir suivis. Merci les chroniqueurs. Merci à la régie. Merci aux chroniqueurs qui sont partis aussi. Et du coup, on se retrouve vendredi. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.